RTL Petit Matin de l'été, 5h, 6h30 avec Peggy Broche. Bonjour à tous, comment ça va? Nous sommes lundi 22 août. Ce matin, on va voir si mes deux acolytes le sont également. Elle rigole déjà, Charlotte Méritant, comment ça va? Oui, bonjour Peggy, bonjour à tous. Écoutez, ça va, ça pique un peu, vous l'avez dit ce matin, retour de week-end, mais ça va. On sait ce que c'est, c'est toujours difficile le dimanche soir de s'endormir très tôt. On va voir comment va David Buron. Vous savez que David, on a dit cet été que c'était le spécialiste des mariages. Il en a fait 2 en un mois, alors que moi, ça fait des années que je suis pas allée à un mariage. Comment ça va? Bonjour David. Bonjour à tous et ça va très bien, je vous remercie Peggy. Alors moi ça pique beaucoup. Sans blague. Ouais, mais bon, j'ai passé un très très bon week-end, c'était un super mariage. Ouais. Mais c'était pas très reposant forcément. Non, mais bon, ça c'est sûr. c'était un chouette moment, donc c'est cool. Vous avez changé cette semaine, vous nous parlez plus des flops mais des miracles du ciné. Oui, pour finir sur une note positive, parce que bon malheureusement c'est la dernière semaine C'est que notre nous dernière passons semaine ensemble. Oui, je me suis dit que j'allais vous parler de ces films, de ces miracles du cinéma, c'est-à-dire que ces films que tout condamnait à l'échec, qui ont eu un développement très compliqué, mais qui finalement ont été de grands succès. Un indice pour découvrir le premier? Alors je vais vous donner 3 mots, si je vous dis Philadelphie, boxe et fausse patte. Oui, bon, alors moi ça me dit rien, Charlotte. Ouais, mais j'ai triché un peu parce que j'ai entendu la bande-annonce juste avant l'émission. Oh non, bon d'accord, ne dites rien. Vous m'auriez vu péter ce week-end sur ce morceau là. Ah, vous avez dansé là-dessus? J'étais déchaîné. Oh là là, C'était mince. formidable. Il y a des vidéos qui traînent quelque part. Bah j'espère pas. Sur les réseaux sociaux, je vais fouiller. On va trouver ça. C'était les miracles du cinéma avec David. Pour la dernière semaine, on oublie les flops, David. Oui, on va finir sur une note positive, c'est-à-dire on va parler de ces films qui ont été d'énormes succès alors que tous les condamnaient à l'échec. Un indice supplémentaire? Oui, excusez-moi. Par rapport à tout à l'heure, parce que tout à l'heure, j'ai pas pas capté. Tout à l'heure, vous avez parlé de Philadelphie, de fausse patte. Et si je vous dis boxe, Vous l'avez dit tout à l'heure. sachant que je vous l'ai déjà dit, Oui. donc ça c'est bien, vous en êtes rendu compte. Si je vous dis Apollo Creed. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Ah si, Adrienne, pardon. Ah. Enfin non, j'ai rien dit. Vous l'avez certainement, en tout cas. RTL Petit Matin, les plus beaux miracles du cinéma. avec David Buron. Bon David, après nous avoir parlé des plus beaux flops de l'histoire du cinéma, vous changez d'angle et toute cette semaine, vous revenez sur quelques-uns des plus beaux miracles du 7e art. Ces films que tout condamnait à l'échec, mais qui furent finalement d'énormes succès. Et ce matin, c'est l'un de mes films préférés. Je vous parle de Rocky. Rocky, David, votre film préféré, ça m'étonne, ça vous plaît toutes ces histoires de gros bras, de bagarres? Non, attendez Peggy, moi je vous parle ce matin du premier Rocky, celui sorti en 1976 aux États-Unis. Ce premier opus n'est pas un film de gros bras, ce n'est même pas un film de boxe, non. C'est un film social, réaliste et un grand film d'amour. D'accord. Et c'est un film d'autant plus émouvant que ce qui est raconté à l'écran dans Rocky se confond avec ce que vivait son créateur Sylvester Stallone au milieu des années 70. C'est-à-dire? Je suis pas tout à fait sûr, mais je pense que l'expression être au fond du trou a été inventée à cette époque pour Sylvester Stallone. Oups. Non mais jugez plutôt, en 75, ce pauvre Stallone a déjà 29 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa carrière d'acteur ne décolle pas. Il a joué dans quelques pièces qui ne sont pas restées longtemps à l'affiche, il a fait des apparitions dans quelques longs métrages, il a même tourné dans un film érotique parce qu'il faut bien manger. Bon? Ouais, mais à part sa maman qui lit dans les cartes et qui lui a prédit un grand avenir, il n'y a pas grand monde qui mise sur lui. Même dans Le Parrain, on ne l'a pas pris, soi-disant parce qu'il ne faisait pas assez italien, alors que c'est un vrai italo-américain, c'est un comble. Donc, un soir de 1975, alors que sa femme est enceinte, qu'il n'a plus que 116 $ sur son compte en banque, qu'il a dû vendre son chien faute de pouvoir le nourrir, Stallone assiste à un match de boxe et là il a comme une révélation. Laquelle? Bien, le match oppose le champion du monde Mohamed Ali à un inconnu, un boxeur de seconde zone du nom de Chuck Wepner. Personne ne donne cher de la peau de Wepner, mais à la surprise générale, l'outsider s'accroche. Il ne gagne pas le match, mais il tient debout pendant presque 15 rounds et il envoie même une fois le champion au tapis. À l'arrivée, tout le monde admire et salue la ténacité de Wepner. Et ce match inspire à Stallone le scénario de Rocky. L'histoire d'un type sans le sou, à qui la vie n'a jamais souri, qui boxe dans des salles miteuses et qui un jour est choisi pour se battre contre le grand champion. Alors le pauvre type n'a aucune chance de gagner, mais il se saisit de cette opportunité pour donner un sens à sa vie, pour montrer qu'il vaut quelque chose et pour impressionner Adrienne, la jeune femme qu'il commence tout juste à fréquenter. Oh, c'est beau. Bon, et puis évidemment, ça plaît au studio, ça. Oui, ça plaît. Stallone trouve 2 producteurs associés à la MGM prêts à lui acheter son script pour le porter à l'écran. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas de Stallone. Ils n'imaginent pas une seule seconde cet inconnu à la gueule improbable dans le rôle de Rocky. Eux, ils veulent plutôt Robert Redford, vous voyez. Oui, je vois très bien. On est loin. Mais Stallone s'accroche. Il refuse les sommes énormes que lui proposent les producteurs en échange de son désistement.
et il vend finalement son scénario pour une bouchée de pain, mais avec l'assurance que c'est bien lui qui jouera Rocky. C'est super courageux. Ah oui, c'est très courageux, d'autant plus qu'à partir de là, les producteurs y croient toujours, mais beaucoup moins quand même. Ils n'allouent qu'$1 million de budget au film, et même pour l'époque c'est très peu, et l'équipe n'a que 28 jours pour réaliser les prises de vue. Rocky est donc tourné à l'arrache, en équipe réduite, sans avoir toujours les autorisations pour filmer dans les rues de Philadelphie, et sans suffisamment de figurants pour la scène du combat final. Et tout cela donne au film un côté très fauché, mais aussi très réaliste, puisque l'action se déroule essentiellement dans les quartiers pauvres de la ville. Et ce côté fauché, justement, ne rebute pas le public ? Et au contraire, Peggy, il est là le miracle. Malgré un budget dérisoire, malgré une promo quasi inexistante, malgré un sujet pas très sexy, Rocky est un énorme succès. Il n'a coûté qu'$1 million, il en rapporte 225 millions, ce qui en fait encore aujourd'hui l'un des films les plus rentables de toute l'histoire du cinéma. Le public adore l'histoire de cet outsider qui, par orgueil et par amour, relève la tête et prouve au monde entier que lui aussi, il vaut quelque chose. Car à la fin du film, comme dans la réalité, Rocky perd le combat contre le champion du monde, mais il a tenu 15 rounds. Alors il gagne l'essentiel, il gagne le défi qu'il s'était lancé à lui-même, et surtout, il gagne l'amour d'Adrienne. Et la belle histoire ne s'arrête pas là, Rocky n'est pas qu'un succès public. L'année suivante, en 1977, le film remporte 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Stallone dédie la statuette à tous les Rocky du monde. Lui, il ne connaîtra plus jamais la misère, il est devenu une star, et Rocky reviendra dans 7 autres films. Oh là là, c'est vrai que c'est une belle histoire, mais dites-moi, le chien que Stallone a dû vendre avant de connaître le succès, qu'est-ce qu'il est devenu ? Bah ça aussi, c'est une belle histoire, Peggy. La première chose que Stallone a faite quand il a vendu le scénario de Rocky, c'est d'aller racheter son chien Butkus. Non. Il l'adorait et ils avaient vécu tellement de galères ensemble qu'ils n'imaginaient pas s'en séparer définitivement. Donc il a racheté le chien, beaucoup plus cher qu'il l'avait vendu parce que le nouveau propriétaire savait que Stallone s'était fait de l'argent. Mais Stallone l'a racheté et il l'a fait jouer dans le film. C'est génial. Le chien de Rocky dans le film, c'est le chien de Stallone, c'est Butkus. Moi j'ai une larme qui va tomber, qui va couler. Ouais, j'adore ces histoires. Absolument bouleversant. Ouais, mais moi je crois que je vais être bouleversée toute la semaine. Merci beaucoup. Je vais regarder Stallone autrement, ça c'est sûr. Merci David. Prochain Miracle Ciné demain sur RTL 5h45. RTL Petit Matin Le Conso Conseil avec Charlotte Méritant. Et Charlotte, aujourd'hui vous nous donnez des conseils pour acheter une voiture d'occasion sans se faire arnaquer. Peggy, David, est-ce que vous savez quel est le plus gros poste de dépenses des Français ? Non, j'aurais dit les courses, ouais. la nourriture. Non, c'est le logement. Et le deuxième ? La voiture ? La voiture. Oui. C'est un budget annuel moyen de quasiment 5 000 € entre l'assurance, l'entretien, le carburant et évidemment ce qui pèse le plus dans le budget, l'achat du véhicule. Et comme j'ai envie que vous fassiez de bonnes affaires, mais pas que vous vous retrouviez au bout de 5 km au volant de votre nouvelle voiture comme Bourville dans le Cornio. C'est beaucoup moins bien, forcément. Je vais vous dire quelles sont les précautions à prendre avant de signer un chèque à 4 ou 5 chiffres. Bon, et si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner, Charlotte, ce serait lequel ? La règle absolue, c'est vous ne versez jamais un seul centime avant d'avoir vu et essayé le véhicule. Alors même si on vous met la pression, qu'on vous dit qu'il y a d'autres personnes intéressées, qu'il faut payer un acompte pour réserver la voiture, vous ne payez rien. D'accord, alors qu'est-ce qu'on vérifie avant de payer ? Si vous repérez un professionnel via Internet, vérifiez que son entreprise existe bien grâce à son numéro de SIRAN, qu'il est bien enregistré en tant que vendeur auto et puis idéalement que son entreprise existe depuis au moins 2-3 ans, c'est plus rassurant. Vous pouvez aussi chercher évidemment sa réputation sur Internet via les avis, etc. Et puis aller sur place pour voir si l'entreprise a bien un parc avec plusieurs voitures à vendre et qu'il n'est pas un simple intermédiaire. C'est-à-dire un intermédiaire ? Un mandataire automobile, c'est quelqu'un qui va simplement faire le lien en fait entre le vendeur, qu'il soit particulier ou pro, et vous. C'est un peu le principe du dépôt-vente, sauf qu'il arrive que ce statut ne soit pas très clairement annoncé. Et après, pour faire jouer les garanties, c'est compliqué. Et si jamais la meilleure offre est celle d'un garage qui est à 600 km de chez moi ? Non, vous oubliez. 1, parce qu'une voiture en dessous du prix du marché, c'est pas bon signe. Et 2, parce que je vous conseille vraiment d'acheter près de chez vous. Déjà pour voir comment c'est sur place, pour pouvoir prendre le temps de la réflexion. Et puis en cas de problème, après l'achat, pour pouvoir ramener le véhicule facilement. Et est-ce qu'il y a des vérifications à faire justement pour éviter les problèmes ultérieurs à l'achat ? En plus d'essayer la voiture, on l'inspecte évidemment de fond en comble. On teste tout ce qui peut être testé, les ceintures, les essuie-glaces, la clim, etc. Ouais. On vérifie que le numéro de châssis sur la carrosserie est bien le même que sur la carte grise et qu'il n'a pas été limé, parce que sinon vous pourriez être sur le point d'acheter un véhicule volé. Et puis ensuite, on consulte en détail les documents.
Mais de quel document vous parlez exactement ? Le certificat de cession avec le nom du vendeur qui doit être le même que celui sur la facture, le kilométrage que vous aurez vérifié au préalable sur le compteur du véhicule. Il vous faut aussi la carte grise barrée avec la date de vente, un contrôle technique de moins de 6 mois si la voiture a plus de 4 ans, Ouais. le carnet, les factures d'entretien et aussi un document qu'on oublie parfois et qui est pourtant essentiel, c'est le certificat de non-gage pour être sûr qu'il n'y aura pas de blocage administratif quand vous ferez la carte grise à votre nom. Et une fois que j'ai vérifié tous ces papiers, je peux acheter en toute sécurité. Une dernière étape que je vous conseille vivement de ne pas zapper, c'est la vérification de l'historique du véhicule. Vous pouvez le faire gratuitement grâce à un site qui s'appelle Histovec, qui est un site du ministère de l'Intérieur. Il y en a d'autres qui sont payants, mais vous irez voir. Et il vous suffit de rentrer quelques données qu'il y a sur la carte grise pour obtenir plein d'infos sur le véhicule. Si son kilométrage a été abaissé, attention, c'est une fraude. Si le véhicule a fait l'objet d'une saisie, s'il a subi des accidents graves, s'il a eu beaucoup de propriétaires différents en peu de temps, là c'est louche, s'il vient de l'étranger, etc. Bon, et si même en ayant pris toutes ces précautions, je rencontre un problème avec mon véhicule, j'ai un recours ? Oui, vous avez la garantie des vis cachées qui est de 2 ans à compter de la découverte du vis. Et puis, avec les professionnels, la garantie de conformité, elle était de 6 mois jusqu'à maintenant. Elle a été étendue à 1 an depuis le 1er janvier 2022. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. Heureusement que vous êtes là. Le Conso Conseil de Charlotte Méritant sur RTL. Merci Hervé, merci Oriane à la technique, Romane au standard, Charlotte et David, on se retrouve demain 5h. Oui, ça Allez, marche, à on demain. sera là.